me suis écroulé, carrément, genre il n'y avait pas moyen de contracter un muscle, tu vois. Comme si mon corps il s'est mis en off, mais en étant toujours conscient. Et moi j'ai cru que j'allais crever carrément, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, on est aujourd'hui avec Baysangour Shamsoudinov, bon, qu'on ne présente plus. Est-ce que ça va, Baki? Ça va nickel et toi, Rust? C'est magnifique, voilà, vraiment comme à la télé. Aujourd'hui, on lance un nouveau format et du coup, c'est pour ça que c'était parfait que tu sois là, coup pour coup. Et on va tout simplement partir de la question qui est: quel est le coup le plus dur que tu aies jamais encaissé de ta vie, qui t'a fait le plus mal en sparring ou en combat? Et à partir de cette question, on ne sait pas où on va aller et c'est justement ça qui va être, j'espère, intéressant et qui va être cool pour nous et pour vous. Donc voilà, sans plus attendre, Baki, quel est le coup le plus dur que tu aies jamais encaissé de ta vie? Alors déjà, je pense que tu t'en doutes, c'est en sparring que ça s'est passé, parce que 99% des confrontations que nous on a, c'est en sparring et 1% seulement ça va être du combat. Donc je me rappelle, c'était au tout début quand je pratiquais quand j'ai commencé le MMA, tout simplement dans les premières séances, je pense que ça devait être même dans les 10 à 15 premières séances, tu vois. Donc j'étais judoka à l'ancienne, j'ai toujours eu ce truc de confrontation, ça veut dire que même si j'avais pas spécialement de technique en anglaise ou quoi, je te tenais un sparring avec un combattant professionnel, même si c'est que de l'anglaise, tu vois. Donc j'avais déjà tourné plusieurs fois avec cet entraîneur-là. C'était notre entraîneur, il s'appelle Moussa et tout, c'est un Tchétchène comme moi. Et on tourne. Bien sûr, il m'en met plein la gueule, parce que c'est un pro. Et moi, vraiment, c'était l'instinct, tu vois. C'est-à-dire, je le touchais, mais c'était vraiment lui qui dominait. Et déjà, plusieurs fois, il m'avait fait la remarque, comme quoi j'ouvrais trop mon foie, tu vois. J'ouvrais trop cette partie-là. Et moi, je disais, ouais, j'ai des abdos, moi, tu vois. Tu vas faire quoi? Ouais. Et genre, on tourne. On s'envoie. Tu sais, nous, on tourne en plein pot. À cette époque, surtout, c'était un club où j'ai commencé. Et comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, moi, les premiers sparring que j'ai fait, c'était des sparring plein pot. C'était vraiment, ça m'a permis de me libérer de toutes ces conneries, tu vois. Donc, plein pot, on s'envoyait vraiment comme des brutes. Et à un moment, je suis dans les cordes. On est au 3e, au 4e round. J'ai plus de cardio. Je suis éteint. Je suis vraiment fatigué, tu vois. Pas éteint par rapport au coup que j'ai pris, mais éteint vraiment au niveau de la fatigue. J'en pouvais plus. Mon corps, il n'était pas encore habitué au striking. C'était vraiment, j'avais un corps fait pour lutter, pour faire du judo, pas vraiment pour envoyer de manière explosive, etc. Donc j'étais fatigué. Et alors je fais quoi? Je suis dans les cordes, je monte ma garde. Le mec, il envoie. Moi, je suis là, j'encaisse. Et à un moment, je sais pas, je sens que c'est le moment. J'inspire de l'air en montant un peu les mains et tout, comme si j'allais repartir, tu vois. J'inspire de l'air et il faut savoir que le coup au corps, quand tu inspires de l'air, il est beaucoup plus douloureux que quand tu expires. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut expirer quand on frappe, mais aussi quand on se fait frapper. Et alors là, à ce moment pile où j'inspire de l'air, je sens le coup au corps qui me touche, tu vois. Tu sais, il y a beaucoup de gens, ils se font toucher au foie, ils disent que c'est surmontable, faut le mental, nanana. Ou alors il y a des gens, ils se font toucher le foie et ça fait mal, mais sans plus, quoi. Mais un coup au foie parfait, c'est terrible, c'est terrible. Et là, franchement, je pense que j'ai goûté à ce coup au foie parfait. Il était vraiment bien situé, dans le bon angle, avec le timing de l'inspiration, quand tu es fatigué. Franchement, il était parfait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis écroulé, carrément, genre il n'y avait pas moyen de contracter un muscle, tu vois. Comme si mon corps il s'est mis en off, mais en étant toujours conscient. Ouais, donc vraiment comme si tu avais pris un coup de taser, du coup. C'est ça. Et du coup, carrément, moi, ce qui m'a marqué, c'est que je voyais, j'étais là, je m'écroule par terre, et ma mâchoire, en fait, elle se décontracte toute seule, et mon protège-dents, il tombe de ma bouche. C'est tellement flippant, ça. Et impossible d'inspirer le moindre gramme d'air. T'étais là, moi j'ai cru que j'allais crever carrément, tu vois, parce que j'avais jamais pris un coup. J'avais déjà senti la douleur que tu as dans un coup au corps, mais j'avais jamais pris un coup au foie parfait qui t'écroule, tu vois. Ouais. Et là, franchement, c'était terrible. Et depuis, j'ai vraiment bien travaillé dessus. Là, quasi personne ne me touche au foie. Personne ne me touche au foie. Et du coup, tu étais vraiment en mode tétanisé, dans le sens. Et ça a duré combien de temps, le moment où tu pouvais plus rien faire? Ça avait duré peut-être 10 secondes. 10 secondes, donc 10 secondes où tu es au sol et tu ne peux plus bouger. C'est ça. Et vraiment, jusqu'à la 10e seconde, tu as l'impression que l'air, elle va pas revenir, tu vois. Ça veut dire que tu te dis, c'est la merde là. Je peux plus vraiment plus respirer, tu vois.
Mais c'est ouf parce que c'est vrai que je sais pas ce à quoi tu penses à ce moment-là et après, mais où tu te dis c'est fou parce que donc on est dans une situation où s'il n'y avait pas d'arbitre, pas de fin, pas de... Là littéralement il vient de te mettre un coup où après il fait ce qu'il veut sans que tu ne puisses plus rien faire, comme si tu étais... Si là on était sur le champ de bataille, il avait ma peau le mec, comme on dit. Il avait ma peau. Et du coup, à ce moment-là, quand tu prends ce coup-là, bon, probablement que lui, il arrête, il te dit ok, remets-toi, respire, etc. Tu penses à quoi, genre après, qu'est-ce que tu dis? Parce que déjà, tu dis, tu flippes, tu dis, je sais pas ce que c'était que ce truc. À quoi tu penses juste après ça? Bah déjà, ça m'a tout de suite fait comprendre que c'était pas des conneries tout ce qu'ils racontaient ces mecs-là. En sparring, tu sais, ils me disaient tout le temps protège ton foie, c'est vraiment fatal. Genre vraiment, ça finit le combat, tu vois. Moi, j'y croyais pas, je me disais que ça fait mal, mais sans plus. Mais je pensais pas que vraiment c'était un truc qui finissait, tu vois. Parce qu'on a beaucoup de vues des KO d'un mec qui tombe inconscient. Mais souvent, au foie, tu vois toujours le mec qui fait ah et qui se couche lui-même, comme si c'était mental en fait. Tu vois. Et sauf que non, c'est pas mental, c'est vraiment physique. Le truc, c'est que le coup au foie, il te touche, ça envoie un signal nerveux au reste du corps. C'est plus toi qui contrôle le truc. Bien sûr, le coup au foie qui te touche pas bien ou qui te touche dans un mauvais angle au mauvais moment, tu sens juste la douleur et tu surmontes le truc. Mais un coup au foie parfait, c'est mort. C'est jamais réarrivé que ce soit proche d'une situation similaire? Bah bien sûr, j'ai repris des coups au foie depuis, parce que ça fait quand même 5-6 ans que je combats et que je fais des sparring, etc. très régulièrement. Donc c'est réarrivé, mais plus jamais j'ai été touché parfaitement au foie. Donc déjà pour ça je suis content. Mais bien sûr des coups au foie, ça arrive souvent, que ce soit et sur autre chose aussi, tu vois. Parfois ça peut être un genou, un front kick, un middle kick. Et aussi, bah, moi ça m'a aussi fait ouvrir un peu qu'est-ce que je pouvais tirer de ça. Et du coup j'ai compris que je pouvais aussi finir des combats comme ça. Et depuis je touche bien le foie, que ce soit en sparring, en combat, j'utilise beaucoup ces techniques-là, tu vois. Et pour le côté... Tu savais pas, c'était la première fois que tu encaissais un truc comme ça, c'était un peu une sensation de putain, mais qu'est-ce que c'était que ce truc? Qu'est-ce que tu te dis dans des moments où là tu as une condition physique qui est optimale et les problèmes de cardio ça doit être bien moins que quand c'était ce jour-là parce que tu n'étais pas fait pour encore. Mais, et pour faire un très court segment, mais c'est, tu vois, moi je suis un être humain normal, je suis pas un combattant pro, j'ai pas le mental pour être un combattant, enfin j'en sais rien mais je pense pas. Et je me souviens que une des fois où ça m'était arrivé une situation comme ça où j'avais plus de cardio, du coup c'était pendant un combat en boxe thaï et en gros je me souviens avoir pensé, j'étais HS de ouf et je me souviens, et je m'en veux tu vois, mais je me souviens m'être dit putain est-ce que j'abandonne? Et en gros ça me poursuit encore jusqu'à aujourd'hui parce que je l'ai pas fait et j'en suis content, mais d'un autre côté en fait je me souviens d'avoir été trop déçu de moi-même d'avoir pensé à abandonner. Est-ce que toi, tu as ce délire-là et c'est juste que tu combats cette sensation de « non, ok, il faut que je combatte, même si mon cerveau a envie d'abandonner, de machin ». Comment tu gères ces moments-là, toi? Alors, dans tous les cas, ton cerveau, il va te dire, parce qu'il sait dans quel environnement tu es. Il sait que là, c'est un combat ou c'est un sparring et que c'est encadré et que ça peut se finir à n'importe quel moment à partir du moment où tu dis que tu veux plus te battre. Donc, bien sûr que l'idée va venir vers toi et toute personne qui te dirait que ouais, moi-même l'idée, je l'ai pas, c'est un menteur. Après, peut-être que toi, là où tu peux t'en vouloir, c'est que tu as peut-être pris cette idée en mode… tu vois, peut-être tu as donné de l'importance à cette idée, ou tu t'es posé la question en te disant « En vrai, est-ce que j'abandonne vraiment ou pas ?» Moi, l'idée, elle m'est déjà venue plusieurs fois, quand je fais des sparring, ou que vraiment c'est dur, tu vois. Mais l'idée, elle me vient à l'esprit, mais ça n'a jamais il y a eu une once de doute, ou il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un penchant du côté de j'abandonne, quoi. Moi, ça a toujours été, c'est dur, j'aimerais arrêter, mais il faut juste que je récupère et c'est moi qui vais gagner, tu vois. Donc c'est ça. Mais la pensée, elle vient à tout le monde. Ton cerveau, il sait dans quelle situation tu es, il sait que tu es encadré, il sait qu'à partir du moment où tu dis stop, l'arbitre il va intervenir, le mec en face de toi il va s'arrêter, et puis voilà, quoi. Et ça, tu penses que c'est un truc qui se travaille ou que tu as en toi, ce délire de… Même si tu as ton cerveau tu as des doutes qui apparaissent et que tu combats, etc. Mais du coup, comme tu viens de le dire, toi, tu as ce truc-là qui fait que tu sais que tu vas trouver une solution pour contourner ça et pour gagner ensuite. Et ça, c'est parce que tu te conditionnes avant en mode, moi, de toute façon, je vais rentrer dans cette cage ou ce ring et c'est impossible que j'abandonne. Ce mec qui est en face, quoi qu'il arrive, je vais trouver une solution, mais c'est lui qui va finir sur le dos et c'est tout. Ou est-ce que c'est un truc que tu penses que tu as en toi? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il faut avoir quelque part ce caractère un petit peu de personne qui, comme on dit, qui
résilient, tu vois. Faut vraiment être, faut vraiment avoir ce trait de caractère. Mais je pense que c'est un trait de caractère qui se forge aussi. Je pense que c'est les gens qui ont ce trait de caractère, même s'ils te disent qu'ils l'ont depuis toujours, je pense que c'est un truc qui s'est développé soit dans leur enfance ou soit même quand ils ont commencé ce sport. Tu vois, le fait et aussi je pense le fait de toujours avoir réussi à trouver quelque part cette solution, ça te forge un esprit de bah, j'ai toujours réussi donc je vais encore réussir quoi. Tu vois, Ouais. j'ai toujours réussi à trouver la solution et je vais réussir encore à trouver la solution. Il y a des gars, toi, qui t'ont impressionné, que tu as rencontré, mais même, c'est pas forcément en pro ou quoi que ce soit, mais des gars que tu voyais à la salle ou en sparring, où ils t'ont inspiré, justement, où tu n'étais pas encore forgé, tu n'étais pas encore formé, tu as vu ces gars-là, tu t'es dit, ok, c'est comme ça que je veux devenir. Peut-être pas à ce point. J'ai déjà eu ça, cette sensation sur des combattants que j'ai pas rencontrés dans la vraie vie. Par exemple avec Mike Tyson, tu vois, Ouais. la mentalité qu'il a, qu'il dégage, l'esprit qu'il a avant de rentrer dans le ring, etc. C'est des trucs qui sont très inspirants. Après, dans la vraie vie, il y a eu des combattants qui m'ont inspiré et qui m'ont impressionné par leur niveau ou par l'utilisation de leur morphologie. Ça, je trouve ça c'est super intéressant. Un combattant qui a une morphologie et qui va l'utiliser parfaitement, je trouve que c'est super intéressant, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très inspirant. Parce que moi, je me dis, ok, lui, il a sa morphologie, il l'utilise comme ça, et ça marche, tu vois. Le mec, en termes de niveau, il n'est pas meilleur, mais parce qu'il utilise bien sa morphologie, il tabasse 99% de ses adversaires. Et ça, c'est très inspirant, je trouve, tu vois. Et est-ce que, tu vois, tu parles de Tyson et tu parles de morphologie, donc forcément, on pense à John Jones qui a une morphologie étrange par rapport à un humain normal, mais qu'il a su utiliser parfaitement. Et de ces deux gars-là, il y a aussi un truc que je kiffe à mort, mais c'est que ils sont vicieux dans le sens ils sont programmés pour te faire mal. Dans le sens, ils n'ont qu'une envie, c'est de trouver le moyen de te faire le plus mal possible. Bien sûr. Et pour John Jones, Overeem était comme ça aussi. C'est genre, tu sais, il va regarder la position et il va chercher le moyen de te mettre le genou qui va te faire le plus mal possible, le coude, mais vraiment d'enfoirer. Et pas forcément des trucs qui sont classiques. Genre, ça peut être un genou dans un angle trop bizarre, alors qu'il est dans une position un peu derrière, mais ils ont le cerveau fait d'une certaine manière qui veulent te faire le plus mal possible tout le temps. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as, tu penses ? Je pense que c'est un truc que j'ai. C'est un truc que j'ai parce que c'est. En fait, je pense que ça s'est aussi développé comme j'en avais parlé dans d'autres interviews, dans les bagarres en fait. Tu vois, quand tu te bats dehors et que tu sais pas spécialement te battre, bah en fait, c'est vraiment juste ton instinct qui joue, l'intention de faire mal. Et je pense que trouver le juste milieu en fait entre cet instinct et entre les connaissances que tu as, ça te permet d'atteindre en fait un truc qui est excellent. Tu vois, c'est être à moitié animal et être à moitié robot, ça te permet vraiment d'être parfait en fait au moment de combattre. Si tu es trop en mode technique, tu peux rater les occasions où, comme tu dis, l'angle bizarre, le truc comme ça, parce que toi, tu as appris que le genou, je dois le mettre à ce moment-là. Voilà. Tu vois, être trop robotique, ça passe pas non plus. Mais être trop instinctif, c'est pas ouf non plus, parce que si tu n'as pas de technique, un gars, il peut venir avoir son plan et il va contrer ton instinct tout facilement, tu vois. Ouais. Faut vraiment trouver le juste milieu. Et je trouve que John Jones, Mike Tyson, ils le font à la perfection. Mike Tyson, il a un style, il revient toujours pareil, le même style tout le temps, peek-a-boo, la même stratégie, mais pourtant, il avait toujours ce côté vicieux. Et même les commentateurs, quand tu voyais que Mike Tyson il combattait, ça disait oh, vicious punch ou je sais pas, tu vois. Super intéressant. Ou même dans son coin, à Tyson, tu voyais que quand il revenait, tu vois, et que les mecs ils voulaient motiver Tyson, ils lui disaient pas des trucs du genre vas-y, tu le jabs, tu fais ça. Ils lui disaient plutôt frappe avec de mauvaises intentions. Ou, tu vois, ils essayaient de le reprogrammer par les mots en fait, parce qu'il sait que c'est un truc qui marche sur lui. Ouais. Et je trouve que ça aussi, c'est super intéressant que l'entraîneur, il sait comment fonctionne son athlète, même cérébralement, tu vois. Et ça, du coup, par exemple, toi, tu as besoin qu'on te dise quoi dans un combat ? Est-ce que déjà, t'as pas besoin qu'on te dise d'y aller de manière plus violente, plus vicieuse, ça tu le feras naturellement ? Non, en vrai, je trouve que ça, c'est intéressant. Ok. C'est justement le genre de choses qu'on peut me dire. La phrase qu'on a dit à Mike Tyson, mauvaises intentions, etc. Je trouve que c'est intéressant, tu vois. Ouais, c'est un truc auquel tu peux, dans un combat, être trop en pilote automatique et tu as besoin qu'on te dise non, vas-y, là, il faut vraiment fais-lui mal. C'est ça, tu vois. Ouais. Plus, je pense que ça peut même être plus utile des phrases comme ça, plutôt que vas-y, à ce moment-là, tu fais cette technique-là. Ok, ouais, toi, tu es plutôt dans ce délire-là, dans le sens, tout ce qui est la science, tu l'as fait avant, t'es cérébral suffisamment, tu as plutôt besoin qu'on dise vas-y, libère l'animal, quoi. Exactement. Ok. Mais après, l'animal, dans tous les cas, il est libéré, tu vois.
Mais parfois, on peut te dire, tu vois, sur les phases de lutte, là, en passant, n'oublie pas que tu peux passer de manière vicieuse. Tu vois, t'es sur le mec, au lieu de mettre ton avant-bras à côté, mets-lui juste là, sur le visage, tu vois. Ouais. Et juste ça, c'est de la vis, c'est quelque chose qui fait mal gratuitement. Ouais. Le mec, ton coude, dans tous les cas, tu vas le poser, donc autant le poser sur sa tête, là où ça va le gêner, tu vois. Mais c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah, de toute façon, surtout quand on veut vendre le MMA, tu sais, à des grands publics et tout, on dit, mais c'est bien parce que et c'est ce que je crois aussi, mais de la violence, mais sans le côté négatif de la violence. C'est-à-dire que c'est de la violence physique, mais il n'y a pas le côté, et quand je vais te battre, je vais aller cramer ton village, m'en prendre à ta femme et tes gosses et tout. Donc c'est de la brutalité physique, mais entre guillemets, c'est juste mes compétences physiques contre tes compétences physiques. Mais pourtant, et du coup, c'est un truc, bon, ça c'est dans un deuxième temps, quand tu dois en parler dans un grand public, mais il y a aussi effectivement ce côté, ce qui peut te donner un avantage, c'est si tu es trop clean et trop ce qui se fait naturellement, ce que tu apprends de manière académique, bah, il y aura des limites aussi. Et est-ce qu'on voit aussi des combattants justement qui, au bout d'un certain moment dans leur carrière, ils ont pu ça, et soit parce qu'ils ont réussi leur vie, financièrement ils sont bien, ils ont mis leur famille à l'abri, c'est le fameux truc, tu vois, de Conor ou de Rory McDonald, et ils perdent un petit peu cet animal à l'intérieur d'eux. Toi, est-ce que, j'imagine que c'est humain qu'à un moment donné ça arrive à tous, tu vois, mais comment tu vas faire pour repousser ce truc-là si jamais, imagine, tu vas à l'UFC, tu gagnes tes premiers, tu vois, tout se passe bien, tu gagnes le titre, tu gagnes des millions, quoi que ce soit, et tu es encore jeune. Là, tu as 21 ans. Imaginons, tu vois, si tout se passe bien, à 25, 26, 27 ans, tu es millionnaire à l'UFC. Comment tu fais pour garder l'animal, en fait? Alors, comme tu as dit, certaines personnes le perdent parce qu'ils ont gagné des millions, etc. Ce qui est compréhensible, comme tu dis. Là où il faut chercher, là où il faut creuser, c'était quoi son objectif, le mec, à la base? Si Conor, son objectif, c'était de sortir de la hesse, entre guillemets, et que gagner de l'argent, c'était son objectif en tant que combattant, ben en vrai, il a atteint son objectif. Tu vois. Pourquoi il continue ce sport? C'est ça la question. Là où c'est différent avec moi, c'est que moi j'ai des objectifs très précis, certains que je ne donne même pas en vidéo et en caméra, que je garde pour moi. Devenir le meilleur combattant du monde, tout ça, c'est des objectifs qui sont encore plus hauts que la richesse. Tu vois. Devenir riche, tu peux devenir riche juste en étant un combattant pas si fort que ça, mais parce que tu fais des bons business à côté, tu exploites bien la médiatisation, etc. Tu peux devenir riche. Le truc, c'est que quand ton objectif il est très difficile et que tu n'es vraiment pas satisfait si tu ne l'as pas atteint, tu vas toujours garder ce côté animal jusqu'à l'atteindre. Tu vois. Et moi, dans tous les cas, une fois que j'ai atteint cet objectif, je ne vais pas continuer ce sport. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas continuer ce sport alors que j'ai atteint cet objectif ou alors que j'ai atteint tous mes objectifs. Continuer, ça n'a aucun sens en fait. Au bout d'un moment, ça n'a aucun sens. Si vraiment tu continues, c'est qu'il y a encore quelque chose à gratter, quelque chose que tu voudrais faire mieux et que ton objectif il a peut-être évolué entre-temps. Mais logiquement, si tu as atteint ton objectif, comme Conor quand moi je pense là où il devait s'arrêter, c'était après son combat contre Floyd Mayweather. Tu vois. Il a eu la grosse thune. Bien sûr, il a perdu ce combat contre Floyd Mayweather. Mais juste avant ça, il a fait des masterclass en MMA en fumant Eddie Alvarez, José Aldo, etc. En vrai de vrai, il aurait arrêté, il ne serait pas ridicule, tu vois. Il n'est toujours pas ridicule aujourd'hui, mais il est beaucoup plus ridicule qu'il l'était à ce moment-là, tu vois. Ouais, mais après, du coup, probablement que tout le monde aurait dit, bah ouais, mais il y a Khabib, t'as pas affronté le mec qui est le nouveau tueur à gages, il y a tous ces gars-là, t'as fait qu'un combat pour gagner ta ceinture et t'es parti. Peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être l'ego qui joue en mode… Ouais, bien sûr. Mais déjà, ce serait mieux qu'ils se disent ça plutôt qu'ils se disent Khabib il t'a lavé, tu vois. Et surtout, en vrai, Conor, qu'est-ce qu'il s'en fout? Si, comme on a dit tout à l'heure, son objectif c'était l'argent, il s'en fout ce que les gens y racontent. Parce que dans tous les cas, il ne voulait pas forcément devenir le meilleur combattant du monde. Ou alors son objectif, il a évolué et que finalement l'argent, ça l'a satisfait. Ça a calmé sa faim, comme on dit. Tu vois, tu n'as aucune raison de continuer de manger si tu n'as plus faim. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bah grave. Bah, en fait, je pense que là, maintenant, c'est juste qu'il a l'ego de pouvoir vouloir dire je suis avec les meilleurs combattants du monde et je fais jeu égal avec les meilleurs combattants du monde, mais c'est juste qu'il a plus la faim de s'entraîner tous les jours. C'est ça. Et du coup, dernière question, mais c'est… tu vois, il y a des gars qui, par exemple, Conor, maintenant, je pense que quand il aura son combat, si jamais il en a un de nouveau, il va s'entraîner pour ce combat-là, mais là, en attendant, il fait la fête, il est plus dedans. Donc, clairement, son objectif de vie maintenant, c'est plus de tous les jours devenir la meilleure version de lui-même en tant que combattant, etc.
Ça, est-ce que toi, tu as ce délire-là maintenant et tu penses que ça restera jusqu'à la fin de ta vie? C'est-à-dire que même si l'animal, entre guillemets, qui fait que tu seras vicieux dans la cage disparaît, est-ce que toi, tu penses que tu resteras un gars qui, même jusqu'à 50-60 piges, sera presque, tu sais, un peu un spartiate ou un mec qui s'entraîne tout le temps comme ça? Alors, déjà, il faut comprendre que les entraînements que nous, on fait, les combattants MMA, ils sont pas bons pour la santé. C'est pas des combats, c'est pas un mode de vie qui est sain. Tu vois, quand on te dit qu'il faut faire du sport pour avoir un mode de vie sain, c'est vrai, mais pas à ce point-là, tu vois. Là, nous, on est là, on se fait des sparring, on se fait des guerres, on maltraite notre corps, etc. Donc, tant que je dois atteindre mon objectif, je vais faire ces sacrifices-là parce que quelque part, ce sont des sacrifices. Et bien sûr, je vais continuer dur, de m'entraîner tout le temps dur. Je vais jamais être dans un mood où je me dis, là, je profite et je combats et je m'entraîne quand je combats. Non, moi, chaque jour, je veux devenir le meilleur combattant du monde et me rapprocher de ce truc-là. Un jour de combat, c'est pas un jour qui est différent d'un autre jour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le jour d'un combat, c'est juste un jour important parce qu'on va confirmer un peu plus notre destinée. Mais c'est un jour comme un autre parce que c'est un jour où je veux devenir plus fort, où je vais travailler quelque chose. Un combat, ça va me faire progresser, donc c'est un jour qui va m'être utile. Comme un entraînement va me faire progresser, c'est un jour qui m'est utile. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où j'aurai, comme je t'ai dit tout à l'heure, si j'atteins mon objectif et que j'ai arrêté, je ne vais pas non plus rien faire et faire complètement autre chose. Ouais. Tu vas trouver un objectif qui est différent, qui va pouvoir te redonner envie de te vouer à quelque chose. Parce que je pense que c'est ça aussi le plaisir qu'on peut trouver dans ce bas monde, c'est d'avoir un objectif et de courir après un petit peu. Mhm. Après, bien sûr, il ne sera pas aussi gros que celui-ci, mais ce sera un objectif qui va être intéressant, qui va me permettre d'être content quand je me réveille le matin et qui va me permettre d'être sûr de me tenir en forme et avoir un mode de vie sain, quoi. Et toute dernière question, je sais que je l'ai déjà dit, mais et justement ce truc-là, tu sais, c'est Chuck Liddell qui disait que le plus dur en fait quand tu arrêtes ta carrière de combattant, c'est que là, tu vois, typiquement, c'est que le début, tes main events à Ares, probablement que ça va aller crescendo et de plus en plus tu vas être donc ce qu'ils appellent en anglais the man, c'est-à-dire que c'est toi qui seras la personne que tout le monde veut interviewer, c'est toi qui est au centre de toutes les attentions, c'est toi qui es sous les projecteurs. Mais on a beau dire, on est humain, c'est quand même plaisant parce qu'on fonctionne aussi au statut, on peut pas faire autrement, c'est biologique et tout. Et du coup, il disait, ce qui est hyper dur, c'est qu'à la fin de ta carrière UFC, bah, tu as envie de combattre juste pour être encore de nouveau sous le feu des projecteurs. Et est-ce que ça, tu penses que ça pourrait t'arriver? Non. Vraiment pas? Non, vraiment pas. Parce que moi, en fait, moi je te mens pas, si je pouvais devenir le meilleur combattant du monde et qu'on me permettait d'affronter les champions de l'UFC tout en étant discretos, bah, j'aurais pris cette voie-là plutôt que la voie des médias, être connu, etc. C'est juste qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'autre choix en fait. Si aujourd'hui je veux me battre avec le champion de l'UFC, bah, si je suis un gars qui m'entraîne très dur dehors, il va pas me calculer le mec, tu vois. Donc je suis obligé de passer par ce chemin-là. Mais au moment où je vais m'arrêter, si les projecteurs ils vont sur quelqu'un d'autre, je serai même content. Ça va me permettre de me reposer, et penser à autre chose, tu vois. Donc si tu pouvais combattre les meilleurs du monde, toi ce que tu kiffes c'est juste combattre les meilleurs du monde. Exactement. Et si tu pouvais le faire, limite personne à part vous deux et ton entraîneur et tout le savent, mais que t'as pas tout ce battage à côté, tu préférerais ça et vivre ta vie tranquille, pas connue à côté. Bah, regarde, je vais te dire de manière encore plus simple. Je préfère savoir que je suis le meilleur combattant du monde et que personne d'autre le sait, plutôt que d'être le deuxième meilleur combattant du monde et que tout le monde croit que c'est moi le meilleur combattant du monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose que je fais pour moi. Je le fais pas pour… tu vois, je suis content quand il y a des gens qui sont là, qui veulent prendre des photos, qui sont là et qui me supportent, etc. Ça fait plaisir. Mais je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois, je ne fais pas ça pour eux. Ouais. Je fais ça pour moi. Je fais ça aussi maintenant quelque part parce que j'ai vu que je peux vivre de ça et mettre bien ma famille. C'est toujours agréable. Donc voilà quoi. God damn. Ah putain. Eh ben, en vrai, l'idée, enfin, du coup, ce sera probablement la fin de cette interview, mais c'est vrai que juste de se dire que, et c'est parce que tu préfères vivre une vie discrète où tu préfères être avec ta famille tranquille, avec tes amis, et que t'aimes pas forcément trop l'attention qui est de plus en plus présente ou C'est pas que j'aime pas trop l'attention qui est de plus en plus présente, mais c'est que j'aime bien aussi être en mode tranquille, personne me connaît, laissez-moi marcher dans la rue quoi. Ouais. Moment, tu vois.
Après, je dis pas que je suis encore arrivé à ce stade où tout le monde me reconnaît dans la rue. Ça m'arrive de temps en temps, assez régulièrement. Mais je préfère quand même, au bout d'un moment, pouvoir marcher tranquillement dehors et Ouais. que personne ne sache qui je suis. Et je trouve que c'est intéressant aussi la sensation de se dire, en vrai, là, je les tabasse tous, mais ils le savent pas, tu vois. Ouais. Là, j'aime bien. Bah, c'est une sensation que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont, mais Ouais. stylé. Bah, Baki, merci beaucoup Merci de à t'être toi, prêté Rest. au jeu. Et bah voilà, bon courage pour ton combat, même si probablement que ça c'est une interview qui est de toute façon intemporelle. Mhm. Voilà. Merci Baki, beaucoup, merci beaucoup. Et puis bah merci à tous d'avoir suivi. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouveau concept. Et puis à bientôt. Prenez soin de vous et ciao. Yeah.